Alors j'ai vu que vous étiez bilingue espagnol là. Oui, oui. Si. Alors dites-moi en espagnol, quels sont vos loisirs préférés? Si, je vais vous le dire. J'aime beaucoup vamos a la playa. Et la paella, et les amigos, et la fiesta. Gracias. Prego. Ah, ça, je sais dire. Arrivederci. Faut y aller là. D'accord. Il faut partir. Jeunes diplômés, l'heure de la rentrée a sonné, mais cette fois-ci, ce n'est pas à la fac que vous allez faire votre rentrée, mais plutôt vos premiers pas dans la recherche d'emploi. Il va falloir vous préparer, mais heureusement, on est là pour ça. La recherche d'emploi, comment ça marche quand on est jeune dip? Comment on réseaute? Comment on postule? On va répondre à ces questions et à toutes celles que vous allez nous poser. Surtout, n'hésitez pas sur Facebook. Shortlist épisode 2. C'est parti pour 45 minutes de live. Shortlist sur Cadre Emploi. Alors on est en live pendant 45 minutes. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur votre recherche d'emploi, sur vos petits tracas pendant que vous cherchez. On est là pour y répondre et on y répond avec plaisir. Et on y répondra aussi avec mes deux invités. Alors j'accueille à ma droite Marie Grimaldi. Bonjour. Alors Marie, tu es cofondatrice de l'association CoJob. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux petits points ce que c'est? Ce que c'est que CoJob. Alors, CoJob, c'est une association qui a 4 ans et en fait, notre but, c'est de permettre aux gens de se rassembler, de ne plus être seuls dans leur recherche et puis voilà, d'échanger entre pairs, de retrouver un rythme au quotidien et de rendre cette période en fait positive, voilà. Très bien. Dynamisée quoi. Très bien. Alors, en face de toi, j'ai Fleur Portier. Salut Fleur. Alors Fleur, toi tu es de la maison, donc tu triches. Tu es camping manager chez Cadre Emploi. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots en quoi ça consiste? Alors en fait, Campus Manager, en gros, je m'occupe de tout ce qui est relations école, donc c'est faire rayonner nos marques auprès des étudiants, des futurs jeunes diplômés, du coup dans les écoles et dans les universités également. D'accord. Je précise qu'on t'a déjà aperçu dans le premier épisode de Shortlist sur des conseils CV à retrouver sur cadreemploi.fr. Exactement. Voilà, alors le sommaire de l'émission, il est simple, 3 parties. La première, c'est sur préparer sa recherche d'emploi. Alors tout ce à quoi il faut penser avant de postuler, comment on s'organise, etc. La seconde, la recherche d'emploi en elle-même et le réseautage, comment on s'y prend quand on n'a pas de réseau. Et la troisième, on essaiera de mieux connaître les recruteurs. Et on vous expliquera comment ils travaillent pour en savoir un peu plus, pour mieux postuler, pour être plus malin en postulant. Alors, d'abord, une petite question avant tout. Est-ce que vous vous rappelez de votre première recherche d'emploi? Comment ça s'est passé? Marie, peut-être? Oui, mais alors j'en ai eu plein, du coup, parce qu'on fait des stages, des petits boulots d'été. Plein de premières recherches d'emploi? Plein de premières recherches d'emploi. Non, mais des premières approches de la recherche d'emploi. J'ai eu vachement de chance parce qu'en sortant de mon stage, en fait, j'ai rencontré quelqu'un à un cocktail, sympa, autour d'un petit verre. Et puis après, j'ai été embauchée. Mais suite à cette première expérience pro, j'ai testé la recherche d'emploi, la vraie. Et ça a été une catastrophe. Hein. Je n'étais pas du tout préparée. C'est dur, on s'y attend jamais en fait. Voilà, exactement. Et du coup, moi, ça a été pareil, ça a été un peu rude. Je pense que j'étais pas assez préparée, même si voilà, en école, on t'en parle toujours un petit peu. Mais je pense entre ce qu'on te dit et la réalité, il y a quand même un fossé. Et c'est vrai que ça a été un peu une période un peu galère, avec des hauts et des bas, souvent des bas même. Mais au final, moi, j'ai eu la chance, comme beaucoup d'écoles, tout ce qui est réseau alumni, qui m'a permis quand même, du coup, de trouver un de mes premiers jobs. Eh bien, très bien. On va voir comment ça s'est passé pour d'autres personnes. Regardez, un petit micro-trottoir. C'est parti. Attendez, faut que je réfléchisse un peu, je me rappelle pas. Non, ça fait vraiment longtemps, ça fait au moins de 10 ans. Hein. J'étais en DUT Tech de Co et j'avais commencé à vendre des cuisines.
Et alors je me souviens plus trop bien quand ça s'est passé, mais ouais, c'était beaucoup de lettres de motivation à la main. Ouais, je me souviens, on les faisait à la main, ça se fait encore à la main, je sais pas. J'avais envoyé des CV, mais j'ai mon école à côté qui avait fait passer mon dossier à des entreprises. Je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle Fashion Job et je suis très adepte des petits sites sur internet. Il y a un mail qui m'a été envoyé, je crois par un réseau d'écoles, c'était pour un jeu concours et c'est un cabinet de consulting. Et pour voyager 1 an dans le cadre du conseil et tout. Et j'ai envoyé mon CV et finalement ils m'ont envoyé un email comme quoi ils étaient intéressés. Puis ça a débouché sur les entretiens. J'étais aux États-Unis à ce moment-là, donc j'ai dû revenir en France. Et puis j'ai été pris. Enfin, là, ça fait 1 an et demi que je suis dans une boîte IT et c'est quelqu'un que j'ai rencontré à un apéro. L'apéro, ça marche bien. Alors l'apéro, ça marche bien, Ça marche apparemment. très bien. Bah Très ouais. bonne technique, ça désinhibe, mais avec modération. Marie, une fois qu'on a le diplôme en poche, le CV qui est refait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors, il y a différentes situations où on sait exactement ce qu'on veut faire, on a un métier très ciblé dans la tête, ou on a fait une formation plus généraliste et du coup, il y a une vraie enquête à mener sur les métiers qui peuvent nous intéresser, parce qu'on se précipite un peu pour trouver un job, mais l'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose qui nous plaise dans la durée, ou en tout cas qui réponde à nos attentes du moment. Donc, la première démarche, c'est de faire ce qu'on appelle une enquête métier, donc aller voir des professionnels, les interroger, ça permet en même temps de développer son réseau, on en reparlera après. Et voilà, et puis de travailler un peu sa prochaine étape pro, sa première étape professionnelle en tout cas. Alors tu m'en parlais quand on préparait l'émission et tu me disais que selon toi, il faut que les jeunes diplômés comprennent qu'ils doivent être patients et ne pas chercher le poste idéal pour leur premier job. Ça veut dire quoi? Je vais me faire huer. En fait, ce que ça veut dire, c'est que nous, donc chez CoJob, on rencontre beaucoup de jeunes diplômés qui viennent avec beaucoup d'attentes par rapport à leur futur métier. Notamment, on entend beaucoup la question du sens et tout ça, qui est quelque chose qu'on comprend totalement. Voilà, l'air du temps. Qui revient. Donc nous, on essaye aussi de les faire travailler sur OK, mais qu'est-ce que tu veux dire par sens? Est-ce que c'est sauver le monde ou est-ce que c'est bien t'entendre avec tes collègues, être dans un environnement de travail satisfaisant? Enfin bref, voilà, réfléchir sur tout ça. Mais c'est surtout que les gens qu'on rencontre ont une attente vraiment très forte dès le départ sur le salaire, le rythme, voilà tout ça. Il faut tout quoi. L'appartement, la piscine, le terrain de tennis. Il faut un peu tout. Non mais c'est normal d'avoir des attentes. Ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas hésiter à raisonner en petits pas professionnels au début pour pas avoir des attentes démesurées dès le départ et puis commencer quoi. Donc, déjà mettre un pied à l'étrier, c'est déjà… Donc être humble, pas trop exigeant mais quand même, mais surtout humble en fait. Bah voilà, se dire qu'il y aura plein de transitions pro. Je crois qu'un jeune de moins de 30 ans aujourd'hui, il exercera, c'est difficile à dire, il exercera 10 métiers différents dans sa vie. Ouais. Donc voilà, il y aura le temps de tester plein de choses. Il ne faut pas non plus trop se mettre à la pression pour arriver au boulot de ses rêves. Je pense que voilà, il faut y aller, il faut faire son enquête métier et puis saisir les opportunités qui se présentent aussi sans avoir le sentiment de faire 10 000 concessions. Ouais. Fleur, moi j'ai une autre petite question sur les étudiants que tu rencontres quand tu interviens dans les écoles et les universités. Est-ce qu'ils te paraissent prêts à chercher un emploi ou il manque quelque chose? Qu'est-ce qu'il leur manque? Pour la plupart, je pense qu'ils sont pas totalement prêts. Déjà, tout simplement parce que c'est le stress, c'est le fait que ça y est, on va vraiment rentrer dans la vie active, donc on sera plus accompagné. Finalement, c'est ça aussi qui les stresse, c'est l'accompagnement. C'est aussi pour ça que j'interviens aussi dans les écoles pour leur faire comprendre que voilà, la recherche d'emploi, c'est pas quelque chose qui est insurmontable. On peut y arriver. Voilà, comme tu disais, il faut prendre le temps. Et parce que aussi, ils ont tout simplement parce que leur CV, c'est le premier exemple. Les CV, c'est ce qui compte, mais ils savent pas comment le mettre en valeur, leur expérience. C'est-à-dire que pour le retranscrire sur papier, c'est toujours difficile. Alors quand je leur demande vraiment ce qu'ils font, là ils y arrivent finalement à l'oral. Ils arrivent à l'expliquer et à faire vraiment ressortir finalement leur motivation aussi, parce que c'est un peu ça, et ce qu'ils ont réellement fait pour mettre en valeur ça, alors que voilà, sur le papier c'est un peu difficile. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas
pas totalement prêts et ils ont l'impression qu'ils vont vraiment pas y arriver parce qu'ils savent pas. Il y en a qui savent pas trop quel métier faire, ou en tout cas on leur prépare dans les écoles, je parle plus sur un métier en particulier, et finalement ils se rendent compte que en voyant les offres, on se dit c'est bizarre parce que je suis pas, on y reviendra aussi, mais je correspond pas finalement, j'ai pas le profil. Je sais qu'on y reviendra aussi, on va en discuter, c'est un peu plus longuement. Mais il y a aussi une question que je me posais justement là-dessus. Est-ce qu'on postule si on ne coche pas toutes les cases, si on pense qu'on n'a pas toutes les compétences? Alors, moi, je pense qu'il faut postuler. Je regardais Fleur pour savoir ce qu'elle allait dire, mais je suis complètement d'accord. Oui, on est d'accord. Oui, on ne peut pas de toute façon remplir toutes les cases. Après, on peut pas, déjà parce personne n'est parfait. Donc, une annonce, ça reste dans l'idéal aussi, je pense, en tout cas pour l'employeur. Donc, après, si on estime pouvoir répondre au niveau des missions, etc. Puis après, on est là aussi pour apprendre. On apprend tous les jours, même nous. Je veux dire, on en apprend aussi tous les jours. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de postuler. C'est aussi la motivation. Je suis complètement d'accord. Je pense qu'une fiche de poste, il y a un exercice qui est marrant à faire que les gens peuvent faire chez eux, là, les jeunes diplômés qui cherchent, c'est de rédiger une fiche de poste pour un métier auquel ils pensent. Quand on rédige une fiche de poste, on met tout ce qui serait vraiment le top. L'idéal. Donc il faut bien savoir que ce qu'on met sur la fiche de poste, de toute façon, il faut un temps pour l'atteindre. Il faut un temps d'adaptation dans l'entreprise, dans tout ça. Donc en fait, il faut que les jeunes diplômés, ce qu'il faut qu'ils se mettent dans la tête, parce qu'ils sont aussi toujours très perturbés par le fait de ne pas avoir d'expérience et tout ça, c'est que c'est des potentiels. Ce qu'il faut qu'ils montrent, c'est qu'ils ont le potentiel de remplir tout ce qui est écrit sur la fiche de poste. Alors, on a une petite question de Marc qui nous dit que mettre dans le CV et dire dans les entretiens quand on est en attente de passer le TOEIC, entre parenthèses, pour valider le diplôme, et que le mémoire est déjà validé. Question précise. Alors, c'est déjà... il demandait si on pouvait le mettre sur le CV, c'est ça? Que mettre dans le CV. Voilà, déjà... Et que dire en entretien. Déjà pas le mettre tant qu'on l'a pas passé, parce que sur un CV, quand on a passé le TOEIC, en tout cas, il faut mettre déjà le score et l'année aussi d'obtention, parce que c'est valable 2 ans. Et du coup, après, si on peut quand même postuler, même si on n'a pas si on n'a pas encore eu validé le TOEIC, moi je pense qu'on peut quand même l'indiquer. Soit s'il est vraiment à l'aise, il sait qu'il va l'avoir, il peut l'indiquer à l'oral. Mais après, je pense que il a les compétences, c'est-à-dire qu'il va avoir le diplôme, il a fait les études, donc il peut quand même postuler et pas attendre de l'avoir, parce que le problème c'est que ça repousse d'autant plus aussi sa recherche. Donc, Et puis je pense qu'il y a la possibilité, parce que peut-être que derrière c'est que l'obtention de son diplôme est liée à son score. Son score en général, dans le TOEIC, donc qui mettent qu'il a fait son master 2, ou son, je ne sais pas ce que c'était. Dans tous les cas, s'il y a un test en anglais, il saura répondre s'il est bon, et s'il ne saura pas répondre s'il n'est pas bon. Oui, aussi, ouais. Voilà. Donc, mais je pense qu'il faut quand même être pragmatique. Il faut quand même qu'il commence ses recherches, je pense que c'est important. Alors, dans la recherche d'emploi, il y a aussi la veille. Alors, se mettre en veille, maintenant, ça se fait beaucoup, pratiquement que par Internet. Qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi il faut penser, qu'est-ce qu'on va utiliser? Il y a les alertes des job boards. Ouais, il y a les job boards, il y a plein de choses finalement. La veille, ça peut être si l'étudiant a déjà un projet professionnel, c'est déjà quand même ce qu'il veut faire, ou en tout cas dans une entreprise ou un secteur bien particulier. Moi j'ai toujours listé déjà un peu toutes les entreprises, même si on les connaît pas toutes, mais voilà, celles en tout cas où il souhaite, il aimerait travailler. Ça peut être déjà ça, essayer d'aller voir sur leur site internet, parce qu'ils ont en général, toutes les entreprises ont un espace recrutement. Donc il y a des alertes aussi sur les sites carrières? Sur les sites carrières, sur les sites des entreprises, tu veux dire? Non, en général, tu peux pas faire. Non, tu regardes, ou sinon tu peux postuler candidature spontanée, mais sinon tu peux pas faire d'alerte. C'est pas un job board, c'est vraiment un site, le site de l'entreprise. Ça peut être ça. Après, bien sûr, les réseaux sociaux. Donc là, bien faire en sorte de bien créer son profil, le créer correctement. Mieux il est rempli, mieux c'est, et il sera vu du coup par les recruteurs, ou même par son réseau aussi, il faut qu'il fasse son réseau. Et après,
Après, c'est les job boards, s'inscrire sur des job boards, voilà, cadre emploi, quel job, etc. et d'autres. C'est voilà, bien aussi créer, faire ces bonnes alertes email, des bons mots-clés, parce que c'est comme ça aussi qu'on va avoir les bonnes offres, en tout cas qui nous correspondent. Voilà, c'est plein de petites choses. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière. Il faut multiplier les canaux. Ouais, il faut mutualiser, de recherche, mutualiser, multiplier, être Alors, à ce propos, Et je pense les conférences, les choses comme ça ouais, aussi. aussi ouais. Enfin, multiplier aussi, être en veille sur tout. C'est aussi un lieu de réseautage. On en oui, parlera on après. en reparlera. Alors juste sur les outils de veille, un peu numériques, moi j'ai aussi bossé, figurez-vous. Il y a donc, outre les alertes Google, Viadeo, LinkedIn, etc. et les job boards, il faut savoir que sur Twitter, si vous êtes sur Twitter, il y a un hashtag qui s'appelle hashtag i4emploi, tout attaché. Et alors là, quand vous postez votre CV, que vous recherchez un job, vous faites un petit tweet de 240 caractères et vous mettez le hashtag i4emploi, ça va se retrouver sur des alertes de beaucoup de décideurs, de chefs d'entreprise qui font partie de cette communauté, de ce collectif. Il y a aussi un outil qui s'appelle JobThis, JOBTHIS. Et alors le TOEIC Moi je ne l'ai pas le TOEIC. Alors celui-là, il aspire toutes les offres publiées sur Twitter. Donc soit on met un mot-clé métier ou le poste précis. Ouais. Et tous les jours, on a une petite alerte sur notre Google Mail ou notre boîte mail, peu importe, avec toutes les offres Twitter qui ont été postées. Donc ça, c'est très bien pour candidater directement par la personne qui passe l'annonce. Et aussi, pas oublier les groupes Facebook. Oui, c'est ça en fait. Il y a Twitter, comme tu le disais, parce que c'est vrai que toutes les entreprises, beaucoup d'entreprises maintenant postent leurs annonces aussi sur Twitter. Et aussi, il y a Facebook. Alors aussi, j'attire attention, on ne postule pas avec un profil Facebook, ça je le répète, mais en tout cas, moi, les étudiants souvent mettent le picto sur leur CV. Donc voilà, faut bien le redire. Facebook, ça reste un réseau social, mais qui n'est pas professionnel. C'est vraiment le côté personnel. Donc si on veut faire des recherches, en tout cas, s'il y a des entreprises qui sont quand même présentes, qui ont des pages d'entreprise sur Facebook, voir un petit peu leur actualité, etc. Et essayer de bloquer un peu votre profil qui soit un peu privé pour pas que parce que les recruteurs aiment bien quand même aller farfouiller, c'est interdit, faut le dire. Ils le font. C'est interdit, mais voilà, c'est un peu la première chose qu'ils font. Et c'est vrai qu'ils se donnent, ils ont facilement une image après du candidat. Donc, mais il y a Facebook aussi qui peut être utile pour justement faire sa veille d'une manière un peu différente, on va dire. Et puis il y a la vraie vie. L'entourage. Oui, aussi, ouais. En fait, chercher un job, c'est un peu comme chercher un appart. Et il faut en parler autour de soi. Ouais. Et pour ça, il y a le réseautage, la science du réseautage. Alors, on va passer à la deuxième partie, justement, sur le réseautage. Et on va commencer d'abord par un petit micro-trottoir, savoir comment les candidats, les gens qu'on a rencontrés, s'ils utilisent le réseautage, comment ils font, etc. Regardez. Je postule directement ou alors je fonctionne par les réseaux sociaux. Je demande des conseils ou s'il y a des boîtes qui me font un peu rêver, je les contacte directement et voilà. Alors soit des entreprises que j'avais ciblées, soit je répondais à des annonces qui étaient publiées dans le secteur où je recherchais. Par les réseaux, beaucoup LinkedIn aussi. Après moi on est dans le réseau de l'IT, donc forcément on a un réseau, les gens cherchent quelqu'un qui a du réseau. Donc on se fait souvent débaucher par rapport à ça. Il vaut mieux connaître, je trouve, quelqu'un ou trouver le moyen de rentrer par une petite porte, parce que je trouve que candidature spontanée, on ne nous répond pas forcément, ce qui est normal parce qu'on reçoit déjà plein de candidatures pour d'autres postes. Je demande à des gens s'ils connaissent d'autres gens et il n'y a que comme ça que ça marche, quoi. Garder des bons liens avec les employeurs avec qui on était, c'est le plus important. Alors nos candidats, les personnes qu'on a rencontrées nous disent tous oui, moi j'ai utilisé mon réseau, c'est ce qu'il faut faire, c'est important. Mais il y a souvent une chose qui revient dans la bouche des jeunes diplômés qui cherchent un emploi, c'est en fait moi j'ai pas de réseau. Alors est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai Au début on n'en a pas de toute façon.
Alors moi, je Quand on pense, commence. enfin, on en a toujours à partir du moment, bon là on va rentrer dans des questions, d'autres questions, mais à partir du moment où on a déjà une famille, bon, c'est pour ça que je ne peux pas dire tout le monde, je ne sais pas hein, qui sont les gens qui regardent, mais le réseau c'est quelque chose qu'on crée tout au long de sa vie et qui sera utilisé et utilisable tout au long de sa vie. C'est ce qu'on fait, tu l'as dit tout à l'heure, pour un appart, pour... c'est ce qu'on utilise sur Facebook, dans Wanted Bon Plan, tous ces trucs-là. Enfin, voilà, c'est le réseau, en fait, c'est plein de cercles concentriques qui commencent par nos parents, nos frères et sœurs, après les cousins, les potes, les gens avec qui on a été à l'école. Ouais. Enfin, je veux dire, tout ça, nos profs. En fait, le réseau, il est extrêmement large. Maintenant, la seule difficulté, c'est que pour l'utiliser, il faut déjà débloquer les petits blocages qu'on peut avoir. Ouais. Puis il faut y penser en fait, c'est un peu un sens à avoir. Tiens, je pense à lui, peut-être qu'il pourrait m'aider là-dessus, etc. En fait, comme tu dis, il faut se débloquer un peu sur... Faut se débloquer, faut oser. Enfin, je sais pas si on reverra cette question après, mais nous, on a beaucoup de jeunes diplômés avec nous qui ont la difficulté ils ont peur. Bon, ils disent, j'ai pas de réseau, mais ils en ont quand même, et surtout, ils ont peur de l'utiliser. C'est exactement ça. Peur... Ils ne savent pas comment l'utiliser en fait, l'optimiser au maximum, ça ils connaissent pas. Voilà, ils savent pas, et surtout, il y a aussi derrière, nous on fait beaucoup de brainstorming pour essayer d'aller creuser plus loin pourquoi tu l'utilises pas, il y a, je sais pas, mais il y a aussi, j'ai pas envie de mendier, je me sens pas légitime, enfin toutes ces questions en fait qui créent des vrais blocages parce que du coup on se sent dans une posture d'infériorité et c'est pas très agréable. Qu'est-ce que vous lui dites, vous leur dites dans ce cas-là avec Code Job Bon, on les laisse. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est effectivement, moi je trouve une des choses les plus difficiles dans la recherche d'emploi, c'est qu'on sent, le marché du travail fait qu'aujourd'hui on a l'impression d'être en mendiant plus qu'offreur de compétences. Donc quand on est dans une démarche réseau, on a aussi ce problème-là. Sauf que nous, ce qu'on leur explique, c'est que le réseau, déjà, on le pratique non pas pour trouver un job absolument. C'est un des résultats vers lesquels on tend, mais on ne rencontre pas quelqu'un pour lui demander un boulot. Parce que ça, alors là, vous mettez les gens dans une situation d'impuissance et d'échec direct. Ça les stresse, non, j'ai rien à te proposer. Il faut prendre ça comme une opportunité d'une rencontre professionnelle, donc il ne faut pas faire ça n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un objectif derrière. Tiens, je veux me renseigner sur son métier ou je veux savoir qu'est-ce qu'il y a comme ambiance dans sa boîte. Enfin voilà, il faut avoir un objectif, savoir ce qu'on va chercher, viser la personne. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un qui était dans notre école. Tu parlais tout à l'heure des alumni, ça c'est hyper, justement, génial. J'allais rebondir sur ce que tu disais, c'est déjà finalement l'étudiant quand il commence, il a passé son bac, il va rentrer dans l'enseignement supérieur et du coup effectivement les amis etc. Mais c'est vraiment l'enseignement supérieur, c'est aussi les profs qu'ils vont rencontrer parce qu'en général l'enseignement supérieur c'est des professionnels donc voilà ça permet d'échanger avec eux donc ils commencent finalement dès leurs études supérieures à faire leur réseau. Et c'est vrai que le côté c'est alumni, il faut vraiment s'appuyer et maintenant toutes les écoles l'ont, même les universités, je pense qu'elles vont aussi le développer, mais les écoles l'ont bien intégré et les réseaux alumni, donc les réseaux des anciens, c'est hyper important. En tout cas moi pour ma part, pour mon expérience par rapport à mon expérience personnelle. Quand j'ai été diplômée, je galérais à trouver du boulot, etc. J'ai fait appel, moi, à mon service, à la responsable qui s'occupait des alumni pour qu'elle me mette aussi en lien ou qu'elle me dise des personnes qui pourraient être susceptibles de m'intéresser. Je les ai contactées. Je leur ai pas demandé, bien sûr, un boulot. C'est vraiment échanger, retour d'expérience. Est-ce que, elle a galéré elle aussi comment elle a fait pour arriver là où elle est voilà, c'est vraiment s'intéresser finalement à la personne. En fait, c'est vraiment s'intéresser à cette personne. C'est la curiosité. Alors, je vous coupe parce qu'on a une petite question. Alors, on a beaucoup de questions sur les CV. Donc, il faudra qu'ils regardent la première émission. Sachez qu'on a déjà fait une première émission spéciale CV shortlist, mais celle-ci, on va la prendre. De Rash qui nous dit bonsoir et qui nous dit, mis à part le graphisme du CV, comment faire en sorte qu'il sorte du lot, notre CV? Alors, comme on a parlé du réseau, je vais me permettre de... Ouais. Donc, il y a plusieurs possibilités où il y a des mots-clés dans un CV qui vont être mis en avant dans les job boards. Enfin, si on met certains mots-clés, ça va être mis en avant dans les job boards. Il faut savoir aussi que les logiciels de recrutement aujourd'hui tracent des mots-clés si ça match. Sur le CV,
Oui, alors donc il y a ça, parce que j'étais en train de penser à une méthode, je pense pas qu'il faille le faire, mais parfois Alors, les gens attention. trouvent des... Non, C'est-à-dire, non, mais c'est des trucs un peu bizarres, si ça marche, faut le dire. En gros, non mais j'ai vu des gens, moi je trouve pas du tout que ce soit une bonne solution parce que de fait, je pense qu'il faut être ultra cohérent. Le but c'est pas que son CV il sorte à n'importe quel moment. Le but c'est de trouver un boulot dans lequel on match, quoi. On se sent bien, on va plaire aussi aux recruteurs. Enfin, c'est vraiment une question de cohérence. Mais alors là, j'avais rencontré des gens qui mettaient sur leur CV des mots clés en blanc, enfin qui après ils les mettaient en transparent sur le CV et comme ça, ça remontait. Bon, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce genre de choses. Ce que je dis, c'est que c'est des vieilles techniques, mais que C'est une vieille technique, ça. c'est la cohérence qui est vraiment importante. Et en vrai, je ne sais plus quel était le nom de la personne qui nous a posé la question. Rache. Il y a le CV, mais il ne faut pas toujours se cacher derrière son CV. Là, on parlait du réseau, c'est vraiment important, même pour demander des conseils sur son CV, justement, aller rencontrer des gens qui travaillent dans le même secteur, voilà, enfin, où on a quelqu'un qui est en lien avec ces personnes-là. Pas rester dans son coin, quoi. Non, pas rester dans son coin, parce que de toute façon, vaut mieux. C'est comme ça qu'on se rend visible aussi, c'est hyper important. On a une autre question. Alors c'est Elsa qui la pose. Est-il utile de relancer un recruteur après avoir passé un entretien alors que la date de réponse annoncée n'est pas encore passée? Alors, si par exemple, voilà, l'entretien est passé, on indique voilà, qu'on reviendra vers cette personne dans une semaine et que la date n'est pas encore passée, je pense que c'est pas utile. Après, une fois que la date est passée, là on n'a pas eu de retour, oui, on peut se permettre de la relancer. Il faut relancer, mais pas trop. Le but, c'est pas de harceler non plus le recruteur. Hein, c'est pas, parce que ça peut après un peu, du coup, paraître harcèlement et on s'accroche. Donc non, il faut relancer, c'est-à-dire que relancer, c'est bien quand on fait une candidature. En tout cas, pour ma part, moi, il n'y a mais vraiment quasi aucun étudiant qui relance après une candidature, c'est-à-dire qu'ils candidatent et après, quand on leur pose la question, bah non, j'ai pas eu de retour. Est-ce que tu as relancé? Ah bah non, j'ai pas relancé. Bon, voilà, typiquement, ça c'est une première chose que les étudiants n'ont pas, enfin les futurs jeunes DIP aussi, parce qu'au moment où ils recherchent, ils n'ont pas cette notion-là qui est quand même importante. Alors que ça peut être justement différenciant. Ça peut faire la différence aussi. Vous m'avez relancé, donc voilà. vous m'intéressez. On a regardé le CV finalement un peu plus longuement parce que voilà, on reçoit, enfin les recruteurs en reçoivent beaucoup. Donc voilà, si on relance déjà pour savoir si le poste n'a pas été pourvu, parce que c'est quand même une première chose. Des fois, les offres sont toujours visibles, mais le poste est pourvu. Donc ça permet de relancer de cette manière-là. Et puis après, de faire la différence aussi en disant je vais quand même regarder si j'ai reçu votre candidature et voilà. Marie. Ça peut, On a eu une coach jobbeuse nous qui a été finalement recrutée parce qu'elle avait relancé. Il se trouve que la personne qui avait été prise au départ, je sais pas, elle a trouvé un autre boulot ou j'en sais rien, et elle était dans les 10 suivants quoi. Ouais. Et dans la shortlist, mais comme elle a relancé, du coup ils se sont dit elle est hyper intéressée, elle est hyper motivée, elle est pro. C'est aussi ça, c'est-à-dire que lancer un CV et après ne plus le suivre, c'est pas forcément. Et j'ajouterais dans la relance, pardon, excuse-moi, je te coupe, mais juste, je pense que c'est aussi hyper intéressant, même si on n'a pas été pris, d'aller demander aux recruteurs les raisons, mais pas en mode je te demande des comptes, attends pourquoi pas moi, j'étais géniale. Non, vraiment. Ça, ils osent pas ça. Voilà, vraiment pour des conseils et bon alors où la personne n'a pas le temps et ne vous formalisez pas s'il vous répond pas, mais c'est très professionnel aussi de demander des retours et ça peut vraiment être source de conseils, d'amélioration. C'est vraiment chouette. Et puis c'est surtout aussi, typiquement, voilà, moi, ce que je dis, c'est très basique, mais ça fait ses preuves, c'est le tableau de bord, c'est hyper important. Quand on fait des candidatures, il faut faire un suivi, etc. Parce que si voilà... Alors le tableau de bord, tu peux expliquer ce que c'est? Alors le tableau de bord, en fait... C'est pas forcément limpide. Oui, alors un tableau de bord, oui, c'est vrai que moi j'ai tellement l'habitude que pour moi c'est clair. Un tableau de bord, voilà, c'est le tableau qui va résumer un peu toutes les offres qu'on a postulées. C'est-à-dire qu'on va mettre la date où on a postulé, le nom de l'entreprise, le poste aussi et le lien vers l'annonce. Comme ça nous permet aussi de voir quand est-ce qu'on va faire les relances. Et au moins, surtout, quand on a le recruteur qui nous appelle,
on sait, on a juste à cliquer sur l'annonce et on se souvient parce qu'effectivement, quand Oui. on postule, alors attention, pas postuler non plus trop. Hein. Moi, j'ai eu un Ça étudiant, arrive. oui, Ouais. oui, ça arrive. J'ai eu un étudiant, et ça m'a marqué, ça restera, mais qui a postulé, alors voilà, il cherchait une alternance, mais à 500 offres. À 500. Alors quand il m'a dit 500, j'avais du mal à y croire, mais il m'a dit oui, 500. Donc là, voilà, il faut savoir un juste milieu. Vaut mieux postuler à moins d'offres, mais que les candidatures soient vraiment quali et elles soient personnalisées. C'est hyper important. Préfère la qualité à la quantité. Voilà, c'est ça. Parce que là, Ouais, c'est 500, hyper c'est de important. l'abattage et on voit tout de suite rien que la lettre de motivation, qu'elle n'est pas personnalisée, qu'elle est Marie, basique. tout à l'heure, tu nous parlais de CodeJobber. Donc, je vais te faire expliquer aussi ce que c'est, parce que tu es Je vais aussi parler là de pour ça. notre, jargon. Qu'est-ce que ça veut dire CodeJobber? Parce que là, moi, je suis largué. Hein. Ah bah, désolée, Quentin. C'est vrai que c'est... Oui, alors donc, l'asso dans laquelle je travaille s'appelle CodeJob et bon, comme on en avait marre de dire demandeur d'emploi et que c'est pas forcément très valorisant, Ouais. on est un collectif de jobbers. Mais parfois on dit CodeJobber, enfin voilà, c'est jobber, CodeJobber. On a plein de petits jargons comme ça. Un golden jobber, c'est quelqu'un qui a trouvé un taf. Un silver jobber, une formation. Un job booster, enfin bref, il y a un jargon énorme. D'accord. Pour plus d'infos, vous pourrez me poser des questions. Voilà. Non, mais ce que je voulais savoir, c'est donc, Qui ils sont? qu'est-ce que vous faites chez CodeJob? Concrètement Ouais. Alors, apparemment, il y a deux façons d'utiliser entre guillemets CodeJob. C'est soit, si j'ai bien compris, soit on participe aux promotions, soit on s'organise chacun de notre façon côté. autonome. On poste une petite annonce, je vais bosser ici à telle heure et qui viennent, qui même me suivent, quoi. Ou les deux. C'est ça. Alors en fait, nous, alors le but de CodeJob, c'est vraiment de se rassembler, de continuer à se sentir utile, d'échanger entre pairs parce qu'on se sent vachement seul dans une recherche d'emploi. Et très vite, on peut perdre confiance en soi, en ses compétences, alors que voilà, c'est juste une phase. Ouais. Enfin, il faut le savoir, c'est juste une phase. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. On Donc, espère. mais il faut tenir un peu le marathon parce que sinon, c'est ce qu'on racontait tout à l'heure un peu hors micro, enfin je sais pas comment on dit. Voilà, on regarde des séries, on se laisse un peu porter. Bon bah voilà. Faire du sport aussi, ça Faire du sport dans le meilleur des cas. Ça permet d'évacuer toute cette... Voilà. C'est aussi un bon conseil. C'est un bon conseil. Donc nous en fait, on a créé ça parce qu'on était deux jeunes deep au chômage et que très vite on s'est rendu compte que c'était lourd en fait. Voilà, pour ceux qui ne le C'était savaient la pas. grosse loose. Et donc on a donc les promos en fait ça consiste à 3 semaines à temps plein. Donc ça existe à Nantes et à Paris pour le D'accord. moment. Donc l'objectif c'est pendant 3 semaines on accueille 15 jeunes deep, cadres, en tout cas personnes en recherche d'emploi autonomes. Et pendant 3 semaines ils sont à temps plein dans un espace de coworking. Le matin ils cherchent du boulot entre eux, ou tout seuls avec leurs ordis. Les déj aussi servent à discuter. Ils ont des ateliers collectifs et l'après-midi, ils font des missions de bénévolat de compétences pour des assos ou des entrepreneurs. L'idée étant que quand vous vous organisez dans votre recherche d'emploi, alors les vieilles associations disent il faut faire que ça, c'est un travail à temps plein. Moi, je pense que pour garder aussi confiance en soi, en ses compétences, il ne faut pas hésiter à aller rendre un petit coup de main à une asso à côté de chez soi, à aller rendre visite à des startups et voir si on ne peut pas les aider aussi. Enfin, vraiment, continuer à faire d'autres choses. D'accord. Donc ça, c'est la promo. Et l'autre méthode, c'est codejob.fr. Vous pouvez créer un groupe dans votre ville en trouvant un lieu, un café ou un truc comme ça. L'idée étant de garder le rythme aussi. Parce que quand tous les matins, on se lève pour aller quelque part, on sort, on s'habille, ça paraît débile, mais franchement, c'est hyper important. Ça Quoi. permet Alors, de garder le c'est ouvert à tout le monde? Ouais. Est-ce que c'est payant ou qu'est-ce qui... Non, alors le site, il est gratuit. Ouais. On s'inscrit et on fait un profil, c'est comment ça marche? Oui, exactement, D'accord. on fait un profil. J'ai oublié de dire qu'on fait aussi des... c'est encore à Paris, désolé, mais du coup, on est vraiment basé à Paris. Mais ça va, Il y a des... ça mais va ça va se s'étendre. déployer, vous pouvez en organiser aussi. On fait des Youpi Matin. Donc, c'est des événements où les gens viennent, on fait intervenir un professionnel et puis surtout, on discute. Donc ça, c'est super chouette. D'accord. Bref, c'est sur le site. Et ouais, non, en fait, on s'inscrit et c'est juste payant pour les promos. Parce que D'accord. du coup, on demande 35 € d'adhésion. Et voilà. D'accord. C'est juste ça. Et jusqu'ici, vous avez accompagné combien de personnes? Alors, dans les promos, 400.
Et D'accord. sur le site internet, il y a à peu près 1000 personnes d'inscrites. D'accord. Et combien ont retrouvé un emploi depuis la... Combien? Alors tu me demandes Non, de faire un mais calcul mental qui est compliqué. Un pourcentage, 70%. une tendance. D'accord, 70%, très bien. En fait, voilà, l'idée c'est que ça booste et ça permet d'accélérer son retour à l'emploi, quoi. D'accord. Alors, il y a Estelle qui revient sur l'un de nos sujets. Comment relancer lorsqu'on postule via le site de recrutement? Donc, j'imagine que c'est soit Jobboard, soit site carrière. Et comment obtenir le contact de la personne qui recrute? Ah bah, justement, on en parlait aussi en off. Justement, maintenant, on est quand même à l'ère d'Internet avec les réseaux sociaux, etc. Donc, c'est cette question, elle revient assez souvent. Les étudiants savent pas, enfin les étudiants, ouais, les jeunes dips savent pas, voilà, comment relancer. En fait, c'est tout simple. Oui, c'est plus facile qu'avant, avant Internet, tout simplement parce qu'il y a les réseaux sociaux, en tout cas les personnes, enfin le ou la chargée de recrutement est souvent sur les réseaux sociaux, donc on peut la contacter, on peut essayer de la trouver via l'entreprise, etc. Lui envoyer un message, voilà, en lui demandant si elle a bien reçu la candidature, etc. C'est aller sur le site internet de l'entreprise, quand on postule pas via un cabinet de recrutement, mais de trouver le numéro du standard, d'appeler le standard, de demander, ils vont pas passer forcément Oui. Pas avoir tout de suite la personne, le mais service RH, mais au moins demander l'adresse mail, puisque ça c'est possible, et de la contacter comme ça. Finalement, c'est pas facile, mais c'est plus facile. Et voilà, la barrière du côté de voilà, j'ose pas contacter, même sur les réseaux sociaux, ça sert à ça finalement, les réseaux sociaux. Les gens qui sont dessus, c'est aussi pour qu'on puisse les contacter. Après, ils ne répondront pas forcément dans la minute, ça c'est certain, mais voilà, en tout cas, on aura fait aussi la démarche. Et voilà, même si on a une adresse mail générique, on se dit, bon bah mince, je peux pas relancer par ça. Bah voilà, c'est un autre moyen, c'est soit le site internet de l'entreprise quand on connaît, ou ben, tout simplement essayer de chercher la bonne personne dans l'entreprise. Alors justement, on va passer à une partie qui va être justement stratégique pour cette question-là. Ah bon. C'est connaître un peu comment travaillent les recruteurs, quand est-ce qu'il faut les contacter, comment, etc. Qu'est-ce qu'ils font dans l'ombre, dans les coulisses tous les jours. On se le demande et donc pour ça, on a interviewé un recruteur qui s'appelle Michael Moyal. Il est consultant en recrutement chez Marche et il nous en dit un petit peu plus sur son métier. Regardez. Le recrutement, ça reste une partie des ressources humaines, donc c'est une fonction support. L'idée étant de venir en aide, en support des managers qui vont vouloir embaucher. Donc, journée type, ça va être d'aller chercher un besoin en interne, donc un manager qui dit qu'il a besoin d'une ressource supplémentaire, d'un changement de profil en interne ou autre, en tout cas un besoin. On va discuter avec lui, on va comprendre le contexte dans lequel se situe le besoin, donc l'organisation, comprendre quelles sont les caractéristiques du profil qui doit intégrer l'équipe ou qui doit être seul, en tout cas bien comprendre son besoin. À partir de cet échange-là, on crée une fiche de poste, en général avec l'aide du manager qui sera le futur, comme on dit, N+1. Et à partir de là, on va chercher des profils. Là, je ne rentre pas dans le process détaillé, mais en tout cas dans le journée type, on parle avec des managers. Donc, après, on cherche des profils. Soit on reçoit des CV, soit on va aller les chercher sur le marché. Là, différents types de façons de procéder. Et puis, on rentre en contact avec des candidats, donc des entretiens téléphoniques et puis après, des échanges en face à face. Comment est-ce que je prépare un entretien? Je prépare un entretien en regardant le CV, en regardant évidemment le CV, en regardant le nombre d'années d'expérience, en relisant mes notes suite à l'échange téléphonique que j'ai eu avec lui avant de l'inviter. Et puis surtout en relisant bien mes notes par rapport à l'échange que j'ai eu avec le manager. J'ai envie de dire que c'est surtout le plus important parce qu'au bout du compte, l'intérêt qu'il y a dans ce métier, c'est pas de reposer toujours les mêmes questions ou d'avoir un template, comme on dit, un modèle de questions, un modèle d'échange, parce que sinon le métier devient lassant.
Et puis, l'entretien restera un entretien, ça manquera cruellement de spontanéité et on ne sera pas dans une conversation avec le candidat. Moi, mon but, c'est d'avoir une conversation, c'est de réussir par cette conversation aussi à mettre à l'aise le candidat pour voir pleinement son potentiel. D'ailleurs, j'aime bien terminer un entretien en disant « Ok, est-ce qu'on a abordé l'ensemble des points que vous vouliez aborder pendant l'échange à la fin de l'entretien ?» pour être sûr que le candidat se soit mis en avant comme il pouvait le souhaiter avant d'arriver. Alors, Mickaël nous dit qu'il faut être spontané, qu'il aime bien mettre à l'aise les personnes qu'il rencontre. Mais il y a un point qu'il oublie un petit peu, c'est un recruteur. Donc lui, il connaît la mission, il connaît l'entreprise. Il connaît l'entreprise, il connaît le manager, la personne qui cherche. Mais le candidat, quand il postule à un cabinet de conseil, il n'a pas ces informations-là. Donc comment on fait, comment on s'adapte, comment on cherche et comment on fait pour plaire aux recruteurs qu'on ne connaît pas? Alors, vaste question. Ouais, vaste question, ouais. Moi, je pense qu'en général, même si on ne connaît pas l'entreprise, les cabinets de recrutement précisent les missions quand même. Donc, on sait plus ou moins à quoi s'attendre, même si on ne connaît pas l'entreprise toujours. Mais voilà, on peut déjà s'adapter par rapport aux missions finalement, parce que quand on fait une candidature, il faut toujours avoir l'offre quand même sous les yeux avec les missions. C'est comme ça qu'on va essayer de personnaliser soit son CV, soit sa lettre de motivation. Après, quand on ne connaît pas trop l'entreprise, donc évidemment, c'est un peu difficile d'en parler. Pour le coup, on ne sait pas. Donc, c'est vraiment s'appuyer sur son expérience et sur les choses qu'on peut mettre en avant par rapport à ce qu'on a déjà fait. Moi, je pense que c'est vraiment sur aussi les motivations. Pourquoi cette mission, pourquoi ces missions t'intéressent, plus que pourquoi postuler dans cette entreprise-là au final. C'est vraiment sur les missions. Et puis c'est pas forcément des expériences, ça peut être les expériences et quand on n'en a pas, c'est le potentiel et la motivation, effectivement, parce qu'on n'a effectivement pas toujours les expériences et c'est ce que les jeunes diplômés disent souvent, mais moi j'ai pas l'expérience, mais tu as un potentiel. Et en fait, la personne en face, le chargé de recrutement, lui, il veut que ça matche, il n'est pas là pour nous piéger. Je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut oublier de la part des jeunes diplômés. Les recruteurs ne sont pas là pour nous piéger. S'ils testent, c'est juste pour voir si ça va marcher. Comment la personne va réagir aussi. Alors c'est très bien parce que vous êtes en train de répondre à la question de Audrey, que faire en tant que jeune diplômé contre l'argument du manque d'expérience des recruteurs. Du coup, c'est ça, c'est ce qu'on dit, en fait, quand on va à un entretien, en tout cas, si le recruteur nous dit manque d'expérience, et encore, finalement, si on recrute quand même, le recruteur veut un jeune diplômé, il sait qu'il n'aura pas autant d'expérience qu'une personne qui a 3-4 ans d'expérience derrière. C'est aussi une personnalité qui recherche, et tu le disais. Et le côté entretien, c'est plus une conversation, un échange qu'un le recruteur qui est là et le candidat finalement qui est là. C'est vraiment au même niveau. Et s'il pose une question et s'il teste, c'est totalement ça, c'est voir comment il va réagir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est une personnalité, c'est vraiment la personnalité que je pense qui est quand même recherchée dans cette phase-là en tout cas. D'accord. Alors, on va poursuivre sur l'interview de Mickaël. Poursuivons. Oui, il est toujours préalable. Il est vraiment obligatoire pour la simple et bonne raison que le but n'est pas de faire perdre du temps ni au candidat, ni au manager, ni au recruteur, dans le sens où il faut être bien sûr comme quoi le contexte qui a été décrit par le manager se retrouve bien dans le contexte du candidat. Et pour le recruteur qui est en fin de compte un intermédiaire, c'est à lui de bien être sûr de ces aspects-là. Et donc, ça passe par la case entretien téléphonique, échange téléphonique pour pouvoir être sûr que d'un point de vue contextuel, tout est OK. Et d'un point de vue même attente, même du candidat. Avec un jeune diplômé, je vais parler principalement en fin de compte de son parcours. Pour quelles raisons il a fait tel parcours académique, pour quelles raisons il postule à ce type de poste, qu'est-ce qui l'intéresse dans
le contrôle de gestion, qu'est-ce qui l'intéresse dans le droit, qu'est-ce qui l'intéresse dans le marketing ou autre. Donc vraiment comprendre l'intérêt, sa source de motivation, en fin de compte. Et puis après, qui m'explique dans les grandes lignes, de façon très synthétique, l'expérience qu'il considère être comme la plus significative, qui serait, selon lui, un argument pour lequel il pense être en adéquation avec le besoin. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec cette question de comment lui-même prépare son entretien, il donne des clés, donc je vais vous les redonner. Il vous pose comme question au téléphone pourquoi vous avez choisi ce parcours académique, pourquoi vous postulez à ce poste et qu'est-ce qui vous intéresse dans ce métier. Il y a aussi la question de comprendre vos sources de motivation. Et il y a surtout, de manière synthétique, expliquer une expérience et l'adéquation de votre profil avec le job proposé. Alors ça, c'est l'histoire de faire un pitch, en fait. Du coup, c'est quoi un bon pitch, Marie ? Faire un jeu avec les gâteaux, mais je pense que je ne vais pas m'en sortir. Du coup, un bon pitch, donc on dit que ça dure 2-3 minutes. Il faut essayer de convaincre qu'on a le potentiel, qu'on a les motivations et qu'en fait, il y a une certaine cohérence dans le fait qu'on soit candidat pour ce poste et pour ces missions. Moi, je pense qu'il faut juste être à l'aise avec son pitch et son parcours et en gros, trouver un fil rouge de, effectivement, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je suis là devant vous, être en cohérence. Après, il y a des petites choses aussi qu'il faut éviter. Enfin, voilà, faut essayer d'être positif, ne pas se justifier. Si vous avez eu par exemple, une année qui vous semble pas être droite sur votre parcours, c'est pas du tout la fin du monde. Faut pas. C'est pas grave. Ouais. Et puis il faut aller chercher son fil rouge parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de parcours qui sont faits de plein de choses différentes. Mais qu'est-ce faut se créer son histoire. Voilà. C'est comment on appelle ça Storytelling. Storytelling. Voilà. Alors, on poursuit. Là, on lui a demandé à Michael quand est-ce qu'en fait il était plus apte à prendre en compte nos candidatures. Regardez. A priori, c'est pas le meilleur moment fin de journée. Si maintenant un candidat doit faire une candidature spontanée, envoyer un mail directement, c'est comme ça que je comprends votre question, ça serait plus en plein milieu d'après-midi, ça veut dire en plein milieu d'activité ou en début d'après-midi. Dès qu'on revient de la pause déjeuner, on reçoit un mail, a priori, on est quasiment sûr de le voir. Différentes façons de postuler de façon candidature spontanée. Si c'est aller sur le site de carrière, appuyer sur candidature spontanée, ça marche parce que, comme je vous le disais, il y a le software, donc le logiciel de gestion de candidature qui après va nous permettre par des recherches de mots-clés comme un Google ou autre de pouvoir faire une recherche et puis de retrouver le CV. Donc par ce biais-là, ça marche, mais peut-être pas de façon instantanée. Et en général, un candidat, quand il postule, il attend un retour plus ou moins rapide. Donc ça marche, mais pas de façon instantanée. Une candidature spontanée où un candidat va rechercher le nom d'un recruteur, le mail d'un recruteur. Et aujourd'hui, avec Internet, c'est pas mission impossible. Ça va demander un petit peu de temps, mais c'est quelque chose de complètement faisable. Là, dans ce cas-là, oui, bien sûr que ça marche. Parce qu'un recruteur qui reçoit un mail sur sa boîte mail, alors qu'a priori, il n'a pas divulgué son mail, normalement, ça veut dire, enfin, il conçoit ce mail, oui, et puis il conçoit ce mail comme vraiment une personne motivée, et puis ça vient aussi lui faciliter un peu son travail, parce que c'est a priori un bon CV qui arrive, qui tombe du ciel, si on peut s'exprimer ainsi, et qui a priori devrait correspondre aux besoins. Donc normalement, ça devrait marcher si tout va bien. Alors, Michael boucle la boucle. Il nous dit en fait que il faut cibler ses candidatures et essayer d'avoir la personne qui veut recruter. Et on est très en retard, donc je laisserai juste passer un petit message. Marie, tu voulais juste passer un petit message. Je voulais faire de la pub. En 2 mots. Simple, en 2 mots. On fait un after workless à Paris encore, au Social Bar, mardi 19 septembre. Parce que voilà, ça peut être sympa aussi ces moments-là. Voilà, on a fait le tour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, Marie et Fleur, et à remercier les personnes qui nous ont regardés.
Si vous êtes arrivé en cours, sachez que la vidéo sera en ligne dans quelques instants sur le Facebook de Cadre Emploi et puis sur cadreemploi.fr. On espère vous avoir été utile. Un grand merci à l'équipe, Jim Toubouli qui a co-réalisé avec Bastien Lariaga et Jean-Alexis Lemieux, notre social manager. À bientôt.